Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Donc Beck, t'as fait du poney le mois dernier? Ouais, du poney, des Shetland. Tu connais la race Shetland? Non. C'est des mini poneys, des petits poneys. Ok. C'est des ponins? Des poneys, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Non, parce que je me souviens du mois dernier, là, vous n'avez pas pu venir. Hein. J'étais un peu seul. Célia, peut-être que tu peux raconter ton rendez-vous chez le veto? Oui, alors en fait, ma fille était malade, elle avait une fièvre de cheval, malade comme un chien. Du coup, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, et pas possible de me déplacer, quoi, tout simplement. D'autres chats à fouetter, finalement. Oui, exactement, Ok. voilà, vraiment, pour le coup, pas le choix de mon côté. Voilà. Ok. Vraiment navrée. Et j'ai gardé peut-être le plus étrange pour la fin, Quetrus, ce shooting photo. À Montfort-les-Plouilles. Oui, Ouais. c'est ça, je crois, de mémoire. Ouais. Ouais. Bah, c'était passionnant. Alors bon, après, c'est un peu compliqué parce que tu vois, j'ai dû m'équiper d'un téléobjectif de 100-300 mm. Là, faut shooter quand même assez vite parce qu'en Attends, fait, si tu veux choper le pruneau, enfin le noyau, parce que c'est des noyaux, faut savoir. Ok. Tu peux pas lancer le pruneau. C'est assez régi, je peux vous expliquer les règles en fait. Je m'y connais très légèrement en photo et 200-300, t'étais hyper loin du coup pour le choper, non? Ouais, j'étais hyper loin. Dans ouais. un champ. Oui, parce qu'en fait, tu as un périmètre de sécurité autour du lancer de pruneau. Parce qu'en fait, tu peux te blesser. Genre, il y a 2 ans, Ah. il y a l'équipe allemande qui s'est retrouvée. Enfin, ils ont lancé et le mec, en fait, avec la langue, ça a dévié et ça a atterri dans l'œil d'une petite fille. Quoi. T'es beaucoup trop Donc, j'ai sérieux. emmené chez la vétérinaire. Ok. Et là, tu vas me dire que le shooting photo, il a raté, donc t'as rien à nous montrer. Enfin, c'est ça, non? Bah, tout est flou. Tout est flou. Hmm. À cause de. Bah, à cause du temps. Ok. Ah, il pleuvait, du coup, vous Ouais. avez pas pu. C'est ça. Ah merde. Puis il y a eu des problèmes avec les toilettes sèches. Enfin, bref. Je sais pas si on en parle. Non. Bah, si, alors. Bah, Ouais, vas-y, si non, tu veux. non, c'est bon. Bah, si tu veux qu'on n'en parle pas, on n'a qu'à se dire peut-être que t'appuies sur un bouton, tu fais les trucs qu'il faut, et puis le Contrecast épisode 62, c'est parti. Il est fort. Il est très fort. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditeur IS, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast? Un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, bref, on parle de tout et on en parle très souvent avec passion. Petite tradition habituelle avec le tour de table des voix que vous allez entendre aujourd'hui avec celui qui a dû rouler vite au volant de sa C3 pour être à l'heure aujourd'hui tout en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Salut Beg. Salut, j'ai mis un petit aileron, je l'ai inauguré sur le périph', c'était efficace, je suis arrivé à l'heure. Ah bah très bien. Ah ouais, épisode 62, c'est un peu l'épisode du Nord finalement, donc c'est bel hommage, ça fait pas mal. Effectivement. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler d'un jeu Xbox, assez rare pour le souligner, qui s'appelle Hellblade 2 Senua's. Senua's quoi? Putain, j'ai oublié le nom. Senua's Saga Hellblade 2, très exactement. Très bien, hâte de t'en entendre parler. On continue le tour de table avec celle qui s'est récemment déguisée en viking pour fêter les 30 ans d'une Mais amie. trop bien. Et ouais, j'adore les soirées à thème. Hello Célia. Hello, hello. Alors moi, je vous parle d'un samouraï aux yeux bleus. Voilà. Donc normalement, si vous savez parler trop anglais, bien. vous avez largement compris de quoi ça allait. Ok, ça me parle, c'est bon, je l'ai. Et on termine le tour de table avec celui qui est récemment resté coincé dans l'Oise. Décidément, il aime voyager en France à cause d'une grève des transports. Oui, Coucou exactement. Quetrus. Ça va. Oui, ça va. Je suis revenu. Bah du coup ouais, parce que avec tous tes shootings photos et autres, c'est un peu compliqué de te capter, mais on t'a et c'est très bien. Quelle est la chronique du jour pour toi? Eh bien, je déterre une BD de 1997, même bien avant en fait, et dans laquelle j'ai adoré me replonger, qui s'appelle Les Lumières de la Malou. Très bien, et ben si ça vous va à tous, je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier sujet. La dernière fois qu'on a pris rendez-vous chez la pédiatre pour mon fils, elle m'a demandé « Alors, il a malou ce petit fou ?» Oh non. J'ai pas fini. Mais j'avais pas réalisé qu'elle m'avait spoil la prochaine chronique de Quetrus sur une BD. Du coup, je crois qu'on a besoin de tes lumières sur ce sujet. Oh là là, Allez, c'est bon, magnifique. c'est tout pour moi, salut. C'est fou parce que ça parle des Lumières de la Malou. Mais non. Si. Ah bah vas-y. alors. Et t'as cité le nom, c'est incroyable. Oui. Voilà. Eh bien, c'est une BD, oui, qui est parue entre 1990 et 96 et une intégrale en 97, et qui a été écrite par Christophe Gibelin et mis en couleur et dessiné par Claire Wendling. Qu'est-ce que c'est que les Lumières de la Malou? Moi, j'étais hyper content de me replonger dedans, en fait. Je cherchais une chronique, etc. Et j'ai repassé, en fait, sur mes BD. Et ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas lu. Je voulais juste relire le début. Et en fait, je me suis tout tapé, là, aujourd'hui, parce que c'est vraiment trop, trop bien.
Et donc les lumières de Lamalou commencent par des furets. Donc des furets, mais habillés comme des hommes. Dans un style un peu début 20e, fin 19e, pour vous situer un peu ce genre de truc. Ils sont dans un avion qui marche à pédale, donc pas avec un moteur. Et tu as Andrea, qui est le pilote, qui a l'air un peu noble, aventurier, chercheur, etc. Et sont un peu à la Phileas Fogg, quoi, quelque part. Et qui est accompagné par Elwood, qui est son homme à tout faire. Donc voilà, son compagnon, son ami, pas son compagnon, pardon, mais son ami, son majordome, etc. Et ils viennent d'arriver en fait à l'aurore. Et ça ne marche plus. Et en fait, ils se crachent. Ils se crachent dans un lac, dans un étang, sur en fait une île qui est entourée d'un fleuve qui s'appelle l'Amalou. Qu'est-ce qu'ils rencontrent? Alors en fait, sur cette île, il y a aussi d'autres furets qui ont l'air assez agressifs, qui sont armés, etc. Et qui vivent en communauté, enfin plutôt avec une autre communauté d'humanoïdes. Je les appelle les humanoïdes parce qu'en fait, je vais spoiler un peu tout le premier tome et un petit peu après parce que sinon, la chronique n'aurait aucun sens. Et puis bon, ça a plus de 20 ans, donc je pense qu'on a un peu le droit. Mais je vais garder quand même pas mal de mystère, évidemment. Des humanoïdes qui ne sont pas en fait des humanoïdes, qu'on appelle des transparents, qui sont donc une race différente et qui ont cette particularité de disparaître dans l'ombre et dans le noir. Donc en fait, ils ont toujours un peu besoin de lumière pour pouvoir garder une forme solide et qu'on puisse les voir. Ce qui peut être très problématique parce que si quelqu'un se blesse, si un transparent se blesse et tu le vois plus, bah en fait il peut mourir et tout ça. Donc un petit problème. Les furets, évidemment, sur l'île, récupèrent les autres furets en disant que ça ne regarde pas les transparents qui n'ont pas à se mêler de leurs affaires. La situation est tendue entre les deux communautés. Et on se rend vite compte que, en fait, ces furets sur cette île, qui ne peuvent pas quitter d'ailleurs, une île qui a un marais aussi, j'y reviendrai, sont en train de travailler sur un projet secret qu'ils sont en train de faire dans une bâtisse qu'il y a sur l'île. Bâtisse, pareil, bâtisse fin 19e, pardon, début 20e. Et travaille sur un projet secret qu'ils gardent assez farouchement, armé, agressif, etc. Les protagonistes principaux sont donc Andrea et Elwood, les deux furets qui sont arrivés en avion à pédale. Avion à pédale, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et dans l'autre communauté, les personnages principaux sont Oran, qui est une jeune fille assez badass et avec un tempérament assez trempé et qui est un de mes personnages préférés de la BD. Théo, son oncle, qui est un peu plus âgé, et un petit furet qui s'appelle Ubu, et qui parle une langue étrange que personne ne comprend à part un transparent qui s'appelle Pierre. Voilà. Très vite, on apprend qu'en fait, cette île est menacée parce que les humains existent. Ils sont en train de construire un barrage. Et le monde des humains, c'est un monde qui est plutôt milieu du XXe siècle. Parce qu'ils construisent des barrages, il y a de la technologie, il y a des engins, il y a des moteurs, etc. Et il y a même, à un moment donné, on va même voir un jet. Donc pas un jet moderne comme un Rafale ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui est plutôt dans les années 50-60. Le projet secret des furets, en fait, c'était d'essayer de se barrer de ces îles parce qu'ils avaient découvert que le barrage allait en fait inonder toute la vallée et donc leur habitat. Et bon gré mal gré, ils arrivent à s'entendre avec les transparents pour pouvoir modifier en fait ce bateau et en faire un dirigeable. Qui a été créé plus ou moins, enfin en tout cas amélioré par Andrea, donc le pilote de l'avion, et qui va leur permettre de rentrer en fait à Frouzeville, la ville où habitent Andrea et Elwood. Une ville où il y a les humains et où ces furets se cachent aussi dans une propriété. Voilà. Donc en fait, le monde des humains et des transparents, le monde des transparents et des furets entre guillemets est séparé de celui des humains. Et ils essayent de pas communiquer. En tout cas, les humains n'ont aucune connaissance que des humains qui parlent et s'habillent normalement existent et que les transparents existent encore moins. Et pourquoi? En fait, tout ça vient d'une légende qui n'est pas une légende. On va le découvrir en fait dans la BD. C'est que à l'origine existait l'Amalou, donc un arbre sacré, un arbre qui est à l'origine de toute vie, autour duquel existaient toutes les races d'animaux où ils parlaient, un peu comme la tour de Babel, quoi. Et un jour, et les transparents aussi, en fait, il y avait les transparents et les animaux, et un jour, un transparent et une furette, ou l'inverse, je ne sais plus, se sont épris d'amour, et ceci a constitué comme une espèce de blasphème, en tout cas.
Et pour résoudre ce problème, c'est que la communauté la communauté de furets qui était pour en fait cette alliance a été bannie avec les transparents, sûrement sur cette île, mais pas que. Et tous les autres animaux ont accepté en échange de leur vie et de ne pas être bannis, de perdre en fait la parole et de perdre toute la raison, et donc de devenir les animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et toute l'histoire en fait de ce livre va tourner autour de cette légende, la légende de Lamalou, la relation entre les transparents et les furets, en sachant que si les transparents et les furets commencent à se faire la guerre et à se friter, à s'entretuer, etc., en fait, Lamalou mourra, et sûrement la fin de l'univers. Ah, chaud quand même. Un petit peu chaud quand même. Et donc, en fait, tout ça va être la quête de ces protagonistes, donc principalement Oran, donc la jeune transparente, Elwood et Andrea, d'aller dans le monde de Lamalou et d'essayer de sauver cet arbre. Surtout que cet arbre recelait 2 hybrides nés de l'union en fait, du premier furet et de la première transparente. Et en libérant ces hybrides, cela peut provoquer la fin du monde parce que les hybrides essayent de se dégager en fait, du joug de l'arbre. Ils peuvent le détruire et ils vont aller dans le monde des humains histoire de foutre la merde, etc. J'irai pas beaucoup plus loin que ça dans l'histoire. Je peux rajouter que la relation entre Théo, l'oncle d'Oran et elle, est une relation un peu compliquée. Déjà, ils ont une relation incestueuse, mais quelque chose qui est accepté et n'est pas un problème chez les transparents. Et ils n'ont pas de problème de consanguinité, etc. Alors que les furets ont un problème de consanguinité. D'ailleurs, c'était aussi une des intrigues, ou en tout cas un des points abordés en fait, sur l'île, parce que quand tu vis sur une île comme dans une montagne et que tu as des problèmes de consanguinité, cela pose des problèmes, d'où la présence de Ubu, le jeune furet, qui parle dans une langue bizarre dont on connaîtra l'origine plus tard. Et voilà, en fait, tout va tourner autour de cette quête de l'arbre. Quelle est vraiment l'origine des transparents? Quelle est l'origine de Lamalou? Quels sont le rôle des hybrides? Que va devenir en fait cette communauté de furets et la communauté des transparents? Et quel va être en fait le sort de l'univers? C'est bourré en fait d'intrigues entre les différents personnages, les différents protagonistes, parce qu'en fait il y en a plein qui vont se greffer autour. Il y a déjà tous ceux de la communauté originelle des furets sur l'île, puis après la communauté des furets dans la bâtisse d'Andrea et Elwood, plus après en fait ce qui va se passer avec les hybrides. Les hybrides, il y a une fille et un garçon, et en fait ils commencent à devenir fous, à vouloir un peu tuer tout le monde, etc., etc. Et donc, en fait, tout tourne autour de ça. La narration est super bien foutue parce qu'en fait, là, ce que je vous ai raconté, c'est plus ou moins raconté dans le premier tome. Donc, je spoil pas beaucoup, il y a 5 tomes. Et un peu le début du 2e tome où là, tu découvres l'origine des hybrides, enfin l'existence des hybrides. Et la narration est super bien faite parce que tout ce que tu vas découvrir sur l'univers, sur les secrets que recèlent certains protagonistes, dont Théo, qui est super important dans l'histoire, c'est fait de façon, je trouve, super intelligente et très fluide. T'en apprends un petit peu et en même temps, l'histoire ne s'arrête jamais, t'as quasiment jamais de temps mort. C'est à la fois... et il arrive à jongler entre le monde des humains, la bâtisse d'Andrea, le monde de l'arbre, Théo, etc. Et ce qui est quand même assez complexe, en fait, parce qu'il y a pas mal d'intrigues, il y a pas mal d'importance à chaque endroit et à chaque personnage. Et c'est hyper bien servi par des dialogues qui sont vraiment bien foutus, à la fois poétiques et parfois très très drôles, etc. Et aussi, moi, ce qui m'avait attiré en fait sur le pourquoi j'avais acheté cette intégrale, parce que déjà à l'époque j'essayais d'acheter un peu toutes les intégrales parce que je trouvais ça trop bien d'avoir des récits complets. J'adore le travail de Claire Wending. Je trouve que c'est une illustratrice et une dessinatrice de génie. Elle a un style moi qui me ravit. C'est pas de la ligne claire, c'est un peu, c'est pas fouillis, mais c'est très vivant. Et elle a quelque chose que j'adore, en fait, moi, qui sont des noirs hyper profonds, c'est-à-dire du noir, et t'as pas de gris, donc ça fait des ombrages très forts. Et ça, c'était en BD et en illustration, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et surtout, c'était sur la couverture, un des personnages du bestiaire du monde de l'arbre. Il y en a pas énormément. Je crois qu'il y a 3 créatures fantastiques qu'on découvre vraiment. Mais il y a surtout le Cafou,
qui est donc sur la couverture de l'intégrale et qui est une espèce de tigre à dents de sabre noir, un peu comme si on mettait une panthère mélangée avec un tigre à dents de sabre. Et il s'appelle le Cafou, et c'est drôle parce que comme il a des grandes dents, en fait, il parle comme ça, donc il n'arrive pas à faire, et c'est pour ça qu'il avait le Cafou. Et c'est marrant parce que la première fois qu'il le rencontre, il fait « Oh, le Cafou !» Oui, enfin, c'est mal prononcé, mais c'est pas ça. Et toutes les paroles de ce Cafou, en fait, sont écrites avec des F à la place des S, etc. À tel point que quand il fait des grandes tirades, les bulles d'après des autres personnages, tu les lis avec un feu sur la langue, comme ça. Donc... Et je trouve Claire Wenning, elle est super douée pour créer des créatures fantastiques comme ça. Et c'est ce qui m'avait vraiment attiré dans cet ouvrage, mais c'est pas le centre de l'ouvrage. Et ce qui est très très fort en fait dans cette œuvre, c'est que la caractérisation des personnages est folle. Tu t'attaches quasiment à tous les personnages, même quelques personnages secondaires, et tu es complètement emporté par le récit. Tu as envie de savoir ce qui va se passer, quels sont les liens qui vont tisser entre eux, les trahisons, les amitiés, etc. Donc voilà, j'en dirais pas beaucoup plus, je pense. J'étais hyper content de le relire pour faire cette chronique. Ça m'a replongé dedans et je trouve que c'est un récit extraordinaire, voilà, qui est à la fois doux, adulte, un peu épique et surtout fantastique et très poétique. Eh bien, ça donne envie. Célia, je sais que tu aimes les jolis BD et même les intégrales, parce que tu aimes bien acheter toute une collection. Finalement, est-ce que là, tout ça réuni en un seul tome, gros tome, ça t'intéresse ? Et moi, vous le savez, j'aime beaucoup les BD avec des animaux anthropomorphes. Oui. Je vous avais déjà parlé de Black Sad, je vous ai parlé du Château des animaux. Et je trouve que c'est pas toujours très facile justement de mettre en scène des animaux sous forme humaine. C'est compliqué de faire passer des émotions déjà par le dessin avec des visages humains, et c'est encore plus difficile, je trouve, par des animaux. Donc quand justement on trouve des œuvres comme ça qui sont capables de le faire, je trouve que c'est super intéressant de s'y pencher tout simplement. Et ce que j'ai aimé justement dans cette BD, c'est contrairement aux BD que moi je peux connaître et que j'ai présenté, là il y a des humains. Dans Black Sad, il n'y en a pas. Dans le Château des animaux, il y en a un qu'on aperçoit dans 2 planches à peine. Enfin, vraiment. Là, il y a vraiment un mélange en fait, humain-animaux, et je trouve ça super intéressant. Donc, je suis très curieuse de voir un petit peu comment ça se mélange, ce que ça peut créer, tout simplement. J'ai regardé la couverture et j'avoue, c'est la première chose que j'ai vue qui a vraiment attiré mon œil. Ça a l'air vraiment très, très beau. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, le dessin. Et moi, j'avais juste une question d'ailleurs. Tu as parlé un petit peu de certains thèmes. J'ai entendu tout ce qui est inceste, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un des piliers de la BD. Ouais. Est-ce qu'il y a le côté peut-être écologique, mélange, comment les différentes races, entre guillemets, fonctionnent entre elles? Est-ce qu'il y a des thèmes vraiment intéressants qui sont abordés dedans? Le thème écolo, je l'ai pas ressenti en fait dans cette BD-là. L'inceste, oui, je ne sais pas pourquoi ils l'ont tourné comme ça. Ça aurait pu être autrement, mais en fait, vu comment c'est présenté, c'est pas très choquant, vu que c'est une autre race que des humains. Et en plus, la relation amoureuse forte entre Oran et son oncle Théo a une part importante en fait dans le récit, et pas gratuite, pas du tout. À aucun moment tu ressens une gêne là-dessus, et c'est pas du tout. Tu sens qu'il n'y a pas de souci en fait là-dessus. Et puis en plus, je pense que Claire Wenning, vu ses engagements, elle n'aurait pas accepté de faire une BD là-dessus. L'écologie, pas trop, non. Et le monde des humains est très en filigrane, en fait. On le voit de temps en temps. Il y a un tout petit fil qui est tiré dessus avec un curé, mais c'est pas très présent. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, après, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de suite, en fait, à cette BD, quoi ? Parce qu'en plus, ça se finit sur quelque chose qui donne un peu vers l'avenir. Et j'aurais pensé qu'il y aurait eu une suite où justement le monde des humains aurait été un peu plus impliqué, quoi. Parce que oui, en fait, on voit énormément les furets, les transparents, les humains, c'est plus un à côté, en fait. Oui, mais qui apporte au récit malgré tout. Oui, qui apporte au récit, en fait, qui est moteur et qui justifie certaines choses. Ok. Je trouve ça super intéressant en tout cas, donc je vais te la piquer 2 secondes pour regarder un petit peu à l'intérieur, mais le synopsis m'a bien plu en tout cas. Et pour revenir sur les dessins d'animaux anthropomorphes, je trouve que déjà au niveau des expressions, il n'y a rien à redire en fait. On peut ne pas aimer le dessin parce que c'est pas de la ligne claire, c'est pas, ça va pas être forcément des trucs grandioses comme Guardino de Black Sad. Va pas y avoir l'effet entre guillemets waouh, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là.
Mais en tout cas, au niveau des expressions, c'est fou. Et elle a une façon de jouer avec la fourrure pour faire les cheveux des furets qui donne en fait qui déjà permet de reconnaître en fait les furets entre eux et qui donne aussi une personnalité et un caractère au personnage. Donc franchement, chapeau. Bah, super intéressant en tout cas. Très bien. Et Beck, de ton côté, tu connaissais ? Non, je connaissais absolument pas. Ça m'était complètement inconnu. Et bah, du coup, ma question, c'était de savoir justement, est-ce qu'il y avait une suite ou est-ce qu'il y avait, pas un univers étendu, mais d'autres médias sur lesquels la BD avait éventuellement été adaptée, mais pas du tout, je suppose. Et bah non, je me demande s'il n'y a pas eu un carnet d'illustration. Je sais qu'il y a eu pas mal de trucs. J'ai un peu du mal à me rappeler parce que c'était il y a 20 ans. Mais un peu plus, même 25 ans. Mais où je crois avoir vu Claire Wendling peut-être au festival d'Angoulême, ce genre de truc. Je crois qu'il y avait, en tout cas, il y a eu des illustrations, il y a eu des choses en plus, peut-être même un carnet de croquis, etc. Mais j'ai pas vu de suite et je crois pas qu'il y en ait. Et au niveau du travail des auteurs, ils ont fait quoi d'autre ? C'est des auteurs, c'est une autrice. Alors c'est Christophe Gibelin, okay. Le scénariste, et Claire Wendling, la dessinatrice. Ouais, Claire Wendling, elle a bossé sur vachement de trucs, notamment sur la caisse des métabarons. Je crois peut-être en coloriste ou quelque chose comme ça. J'ai pas regardé. Faudrait que je regarde. Elle a bossé sur pas mal de trucs, Ragdoll. Enfin, c'est vraiment une grosse autrice française. Et Gibelin, je le connais pas assez bien, non. Je suis désolé. J'aurais dû faire mes devoirs. Non, c'était par curiosité, mais en tout cas, oui, ça donne envie de au moins se plonger dedans. Tu l'as lu en combien de temps, l'intégrale ? En combien de temps tu lis ça ? Aujourd'hui, je l'ai lu en, je sais pas, 2 heures. Ouais, 2 heures, ouais, donc ça se lit. Ah, je l'ai lu vite, hein, quand même. Ouais, t'as lu vite, mais bon, ça va. C'est pas ça a l'air d'être relativement. C'est 5 tomes de 47 pages, c'est ce qui se fait en franco-belge, c'est ce qui se fait, quoi. Parce que quand je vois l'épaisseur du livre, je me dis c'est ça l'intégrale, ça me paraît un peu léger du coup, mais au final, si t'as tout le récit. Non, c'est dense. Ouais, c'est assez dense. Ouais, okay. ouais. Non, c'est bien équilibré, ça se lit super vite, enfin super bien. Et voilà. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air intéressant, ouais, clairement. Moi, c'est le graphisme qui me parle, je vais jeter un coup d'œil aussi. Merci. J'ai évidemment plein de questions techniques à te poser. Alors déjà, tu parles de 47 pages. Moi, j'ai vu 46 en moyenne par tome. Ça a une importance parce que j'ai l'impression que... Enfin, j'ai vu un truc dans le tome 4. Visiblement, il n'y aurait que 44 pages. Ouais. Parce qu'il manquerait les planches 12 et 13. Tu étais au courant de cette histoire ou... Non, je n'étais pas au courant du tout. Je ne sais pas si ça se vérifie dans l'intégrale, mais... Si dans l'intégrale, il manque 2 planches. Alors, apparemment, c'est... On vérifie. J'ai vu une info dans Wikipédia. Voilà, nous enquêtons pour vous. Je balance mes sources, mais sur le tome 4, il manquerait une double page. Alors, est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est un truc un peu méta ? J'en sais rien. Mais voilà, je te laisse vérifier. Mais il l'aurait enlevé, c'est ça que tu veux dire ? Je sais pas. J'ai pas fait mes devoirs pleinement non plus, et ça se trouve c'est complètement faux ce que je dis, mais au pire vous posez la question et c'est bien. Ah non, mais ça m'intrigue de ouf, quoi. Ça veut dire qu'il y a 2 pages, il y a une double page qu'on aurait ratée. C'est ça. Hyper importante. Et le temps que tu cherches ça, tu parles de 5 tomes depuis le début, et j'ai vu dans la liste, on en liste un 6e, enfin dans l'historique, mais qui n'est pas un tome 6. Justement, je ne sais pas si c'est un truc de croquis ou une je crois que c'est le truc de croquis, ou alors des fois le tome 6, en fait, c'est l'intégrale. Quand tu regardes sur BNet, ce genre de truc. D'accord, ok. Mais attends, tu disais page 12 12-13, enfin c'est planche 12-13, mais j'imagine que c'est les pages du tome 4. Alors si ça n'existe pas, ce serait ouf. Mais on vérifie ça en direct, et donc c'est ultra radiophonique, donc je me permets de meubler légèrement pendant que Truss tourne les pages, une à une. Là, ça devient long, je pense même pour l'auditeur. Non, mais attends, je vais y arriver. On va y arriver. Dis des trucs, je sais pas. Mais peut-être que j'ai d'autres questions alors. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ouais. Vas-y, tu peux décrire un transparent parce que alors, quand tu as dit ça, alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à la feuille que tu mets sur le rétro-proche de l'école, enfin un peu à l'ancienne quoi. C'est pas rétro-proche d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Moi j'ai imaginé un Terminator. Il manque les pages 12-13. C'est pas vrai. Si. Putain, c'est une vraie info. La vache, il faut que j'aille à la chasse à ces pages. C'est un but dans ma vie maintenant. Et ben alors je sais pas si elles existent en fait. C'est une vraie question. Mais est-ce que du coup ça change quelque chose à l'histoire ? Eh ben, je me demande parce qu'il y a cet arc du curé justement là. Alors c'est dans le chapitre 4, tome 4 pardon, donc tu voulais peut-être pas spoiler, mais voilà. Il manque 2 pages dans le tome 4 et là je lis en ton visage c'est génial. Qu'une énigme vient de s'ouvrir. Truc quoi, ok. Ouais, c'est beau d'être allé chercher ça, j'avoue. Écrire un transparent, tu vois un humain normal. Ouais. Bah voilà. Mais on le voit pas. Ah si, à la lumière tu le vois. Ah, mais en fait, dès qu'il est dans l'ombre ou la lumière, de l'obscurité, pardon, tu le vois plus. C'est un homme invisible conditionné à la lumière ou...
Enfin, je sais pas comment. Enfin, vraiment, je me. Bah non, c'est une race à part, c'est une espèce à part. Voilà. On appelle transparent, mais c'est pas forcément. Enfin, ok. Là, ils sont transparents parce que dans le noir, en fait, ils deviennent transparents. Ok. Oui, mais dans le noir, on voit personne en même temps. Donc, C'est vrai. Ok. Il y a peut-être un truc autour de ça qu'on apprend plus tard. Alors, ils ont Mais- d'autres caractéristiques. Mais je dans, peux pas te le dire dans parce que la ça spoil lumière, trop. on voit juste la forme humaine en fait. On voit pas un visage. Non, si tu vois tout, tu tout. vois leurs vêtements et tout. Voilà. Bon, après, il y a un petit TGCM, je pense. Même dans la page 12 du tome 4 Ça m'énerve. On m'a volé 2 pages. Rendez-moi les pages. C'est visiblement normal. Donc, ouais. Après, il n'y a pas de rangée 13 dans tous les avions. Il y a peut-être un truc autour de ça. Enfin, bon, Non, il y a dans les autres. Non. Mais non. Dans les autres, il n'y a pas de. Non, j'ai pas noté ça. J'ai noté ça tome 4. Mais non, il y a que dans le tome 4. Incroyable. Je suis ravi d'avoir appris ça. Ouais. Ok. J'aimerais bien savoir quelles étaient ces planches, en fait. Eh ben, écoute, Ça raconte. on saura peut-être via un lien dans la description du podcast ou jamais. Ça, c'est entre les deux. Donc, à suivre. En tout cas, merci Quetrus de nous avoir présenté les Lumières de la Malou. Je veux bien que tu nous redises les personnes qui ont fait cet ouvrage. Oui, Christophe Gibelin et Claire Wendling. Et c'est chez Delcourt. Très bien. Et en 5, voire 6 tomes. Sorti ouais. Sorti entre 1990 et 96 ou 97. Et avec un intégral dispo autour d'une 40aine d'euros. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, ça n'est pas de la reprise de Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, oui, ça me rappelle mes années étudiants, ni du jeu vidéo Ghost of Tsushima, où oui, cet univers m'avait marqué, dont Célia va nous parler aujourd'hui, mais bien d'une série d'animation. Célia, on t'écoute. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. Je vous parle aujourd'hui de Blue Eye Samurai. Alors, Blue Eye Samurai, c'est une série d'animation pour adultes, donc je précise bien pour adultes, je vous expliquerai pourquoi après, qui a été écrite et créée par le couple Michael Green et Amber Noizumi. J'espère que je le prononce bien. C'est sur Netflix, c'est sorti en novembre 2023 et pour le moment, il y a une seule saison avec 8 épisodes, pour info. Donc ça se regarde plutôt vite et bien. Et ce qui est très cool, c'est que Cocorico, c'est un studio français. Ça s'appelle Blue Spirit. Oui, alors on pourrait penser que non, mais c'est le cas. Et c'est eux qui ont géré l'animation, notamment. Et je vous en parle un peu plus tard dans la chronique, mais vraiment... Enfin, je me suis retrouvée un peu face à un Arcane, quoi. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Visuellement, c'est super beau. Il y a une qualité de travail qui est assez folle. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Du coup, au niveau du synopsis, ça se passe à l'époque Edo, donc c'est-à-dire au XVIIe siècle. Les frontières du Japon sont fermées au monde extérieur. Il est interdit aux étrangers de poser les pieds sur le territoire nippon. Donc en gros, tout ce qui est visage autre que japonais, on n'en croise pas, sauf dans des rares cas, et donc c'est plutôt des cas de commerce notamment illégal. Donc l'histoire de Blue Eye Samurai, ça suit Mizu, qui est une jeune femme née des amours illicites d'une japonaise et d'un Européen. Elle est donc métisse aux yeux bleus et objet de révulsion, forcément. Elle est contrainte de cacher son genre et son origine. Et elle, en fait, son but, c'est de se venger. Elle souhaite retrouver 4 hommes blancs qui étaient présents justement au Japon lors de sa conception. Et elle souhaite les tuer pour laver le déshonneur de son existence. En chemin, elle fera la rencontre de Ringo, qui est un cuisinier complètement rêveur, de Taigen, un samouraï, et de Akemi, je vous en parlerai aussi après, qui est, je pense, un de mes personnages préférés, une femme en quête de liberté. Et petite anecdote assez sympa, cette histoire, elle est peut-être un petit peu plus personnelle qu'il y paraît pour les deux créateurs, parce qu'en fait, Amber Noizumi, elle est à moitié japonaise, et la fille des deux créateurs est née avec les yeux bleus. Donc du coup, ils se sont inspirés en fait de ces histoires pour créer Blue Eye Samurai. Pourquoi il faut regarder cette série ? Donc pourquoi ça m'a plu ? Pourquoi vraiment il faut ce soir que vous allumiez Netflix et que vous lanciez dans le premier épisode ? Déjà, c'est pour le panel de personnages. Enfin, vraiment, ils sont très hétéroclites, très intéressants, ils sont riches. Il y a pas vraiment, en fait, ce que j'ai trouvé plutôt chouette, de personnages clichés qu'on retrouve notamment très souvent. Alors, j'ai pas regardé toutes les films et toutes les séries qui parlent du sujet samouraï, mais je trouve quand même que très souvent, c'est assez cliché. Et là, c'est pas vraiment le cas, notamment la manière dont ils évoluent, ce qui est plutôt cool. Donc, je vous ai parlé de Mizu, qui est le personnage principal. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que j'ai lancé la série, je me suis dit, tiens, c'est le personnage principal, ça va être une héroïne qui va, je sais pas, chercher à sauver la veuve, l'orphelin, les enfants, etc. Mais en fait, pas du tout. Comme je l'ai expliqué, elle cherche à venger son honneur. Et je dis pas vraiment héroïne parce qu'en fait... on se rend compte au fur et à mesure des épisodes que c'est un personnage qui n'a absolument rien à perdre, qui est envahi par la haine,
qui n'a pas de problème à laisser derrière elle des corps, du sang, de la chair à canon, voilà. Après, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend évidemment pourquoi elle en est arrivée à ce point-là. Et je trouve que ça rend encore plus fort l'attachement qu'on peut avoir à ce personnage. Donc c'est intéressant de vraiment partir avec un constat de ok, bon, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose à perdre, qui a une quête à mener, qui l'a fait de manière peut-être un petit peu violente, mais on comprend au fur et à mesure pourquoi en fait elle est dans ce but-là, pourquoi elle est dans cet état d'esprit et pourquoi en fait au final, peu importe pour elle de laisser, comme je disais, derrière elle. Des corps, de la négation de la violence, etc. En autre personnage que j'aime beaucoup, c'est Akemi. Donc Akemi, c'est vraiment le contraire de Mizu. Donc elle aussi, c'est une femme, mais elle est fille d'un important samouraï. Donc voilà, elle a été élevée en fait pour obéir. Elle a été élevée et éduquée dans la richesse. Et on attend d'elle tout simplement qu'elle épouse un homme qu'on lui choisira. Donc elle n'a vraiment aucun libre arbitre. Pardon, j'ai du mal. Elle n'a aucun libre arbitre. Au début, c'est un personnage auquel j'ai eu du mal à m'attacher, justement pour ce côté très arrogant, très capricieux qu'on peut retrouver quand on voit des personnages de princesses, par exemple. On s'imagine vraiment dans leur cage dorée, qui ne se rendent pas compte en fait de la réalité de ce que peut vivre le peuple à l'extérieur. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve que c'est le personnage qui évolue le mieux. Je vous spoile pas, mais elle fait des choix vraiment surprenants. Elle va sortir de sa zone de confort, elle va prendre son destin en main. C'est un personnage qui est très courageux. Et vraiment, rien que pour cette représentation, je trouve, justement, de la princesse assez renfermée sur elle-même, égoïste. C'est intéressant en fait de voir la manière dont elle évolue, comment elle avance dans l'histoire. Donc rien que pour ce genre de personnage, je trouve que c'est intéressant de se poser justement sur ce genre de série. Surtout, encore une fois, on parle de la période Edo, donc j'en reparlerai après, mais le droit des femmes, c'était pas vraiment quelque chose qui était pensé positivement, on va dire. Je vous ai parlé aussi en début de chronique de Ringo. Alors Ringo, c'est un personnage qu'on trouve assez rapidement. Je crois qu'il arrive au 2e ou 3e épisode, si je ne me trompe pas. C'est un personnage qui va se retrouver en fait à suivre Mizu, du coup, personnage principal. C'est à la base un cuisinier qui n'a pas de main. Donc voilà. Du coup, on pourrait se demander comment est-ce qu'il cuisine. Eh bien, écoutez, il se débrouille. Et c'est ça aussi qui est très beau parce que il y a un côté représentativité aussi, de voir des personnes en situation de handicap. C'est une très bonne chose. Et vraiment, je trouve que son personnage est amené très naturellement et de la bonne manière. C'est vraiment une personne qui fait en fait les choses avec ce qu'il a, qui avance malgré les moqueries et la difficulté, qui croit en ses rêves. Et je trouve que c'est très chouette d'avoir aussi ce genre de personnage et ce genre de représentativité dans des séries actuelles comme ça. C'est très important. Et surtout, on ne se parle pas d'une personne, par exemple, en fauteuil roulant qu'on peut voir quand même assez régulièrement, et pas forcément assez, mais en tout cas plus régulièrement dans les films et les séries. Enfin, vraiment, moi, personnellement, c'est la première fois que je vois, notamment dans un animé, une série d'animation, un personnage sans main, quoi, vraiment, pour le coup. Et je me souviens de la première scène où on le voit, je me dis, bah tiens, c'est chouette, ça change. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire, on oublie en fait qu'il a plus de main. Parce qu'il agit de telle manière, c'est tellement naturel, ça fait tellement partie de lui, qu'en fait, vraiment, le personnage, c'est comme s'il était, entre guillemets, muni de mains, tout simplement. C'est vraiment plutôt bien amené. Donc ça, c'est un point que je trouve aussi intéressant à mettre en avant, le côté diversité. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de tous les personnages non plus, parce que pour moi, c'est vraiment les 3 principaux et ceux qui m'ont le plus marqué. Mais en gros, rien que pour la diversité des personnages qui sont vraiment attachants, qui ont chacun leur personnalité, qui évoluent de manière assez intéressante, je trouve que c'est très chouette de se pencher sur cette série animée. Ça, c'était mon gros point. Après, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est scénario et écriture. J'ai trouvé ça très riche et très intelligent. L'écriture, elle est vraiment fine en fait. Chaque épisode va apporter quelque chose à l'histoire.
chaque personnage, comme je l'ai dit, je le répète, mais c'est vraiment le cas, évolue en fait de manière assez réaliste. En fait, l'histoire, elle est fluide. Je me souviens pas d'un épisode où je me sois dit, oulala, ça sort un petit peu du contexte. Je comprends pas très bien pourquoi ils ont choisi, pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fluide et assez sympa aussi. Il y a pas de, il y a quelques petits moments où voilà, on va se poser des questions, on va se dire bon là c'est peut-être un petit peu gros, mais moi en tout cas ça m'a pas sorti du scénario, comme ça a pu être le cas sur d'autres séries que j'ai pu regarder. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les twists. Alors bon, il y en a forcément certains qui sont prévisibles. On se doute bien que tel personnage va peut-être pas mourir tout de suite, ou tel personnage va forcément gagner tel combat, sinon l'histoire n'avance pas. Mais je me suis quand même surprise à certains moments. Il y a des petits twists qui ajoutent un peu de piment en fait à l'histoire. Et du coup, c'est aussi ce qui a fait que je me suis attachée au récit et que j'ai eu envie vraiment d'en savoir plus. Et c'est pour ça que je l'ai fini en 2 jours d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est assez sympa, c'est qu'on est on est régulièrement surpris dans l'histoire malgré les courts épisodes, parce qu'il n'y en a que 8. Cette histoire justement, bon ça je vous l'ai déjà dit, mais en fait au fur et à mesure elle se complexifie, et ça c'est chouette aussi, c'est-à-dire qu'on ne suit pas juste une vengeance basique d'une personne voilà, qui recherche à tuer 4 hommes blancs, etc. Elle va avoir forcément des obstacles sur son chemin, mais c'est amené de la bonne manière. On retourne un peu dans le passé, donc, au fur et à mesure, donc, et pas pendant tous les épisodes. Donc on apprend un petit peu au fur et à mesure pourquoi elle en est arrivée là. On a du coup les différents destins en fait, de chaque personnage qui s'entrecroisent. Ils vont se retrouver, ils vont se séparer, ils vont se recroiser encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez chouette aussi, j'ai trouvé, parce qu'on ne suit pas juste un seul personnage, c'est vraiment 3-4 destins qui sont malgré tout liés et qui, en fonction de leurs décisions, vont plus ou moins se croiser. Du coup, j'en parlais vraiment au début, mais Arcane, c'est moi une série d'animation que j'ai adorée. Enfin, vraiment, c'était fou, quoi. C'est beau, c'est fluide. J'ai super hâte de la saison 2, là, d'ailleurs. Et ça m'a refait un petit peu cet effet-là de oh waouh, l'animation est super belle, waouh, l'histoire est cool, waouh, ok, je bouffe tous les épisodes en 2 jours parce que vraiment je suis prise par le récit et par l'évolution des persos. Donc voilà, ça faisait vraiment du bien, cette petite fraîcheur sur Netflix après justement du Arcane. Donc si vous avez aimé Arcane, pour le coup, même si évidemment le dessin et le scénario sont complètement différents, ça pourrait peut-être vous faire ressentir le même côté waouh que vous avez pu vivre à la sortie de cette série. Donc, voilà, sans transition, du coup, le dessin, l'animation sont incroyables. Franchement, moi, ça m'a époustouflée. J'ai pris une grosse claque, quoi, je vais pas mentir. J'ai pris vraiment une grosse claque, mais positive. Les persos sont beaux, les décors sont beaux. Même que ce soit une petite scène tranquille où juste ils se baladent dans une forêt enneigée, à des combats devant je ne sais pas combien d'ennemis. Enfin, vraiment, c'est super fluide, c'est super beau. Ça devient même poétique. Moi, je me souviens qu'il y a certains combats, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est très sanglant comme série. Et je me suis prise parfois à certains moments à trouver les combats presque poétiques, parce qu'en fait c'est tellement fluide et tellement beau, la musique est tellement douce que du coup on regarde ça en disant ouais, c'est super sympa, alors qu'il y a des traînées de sang, des os qui sortent de partout, quoi. Enfin vraiment ils ont été assez forts à ce niveau-là. Je trouve que c'est un travail qui est vraiment assez très 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 beau, quoi, très époustouflant. Et justement pour la musique, je trouve que pareil, c'est quelque chose qui a été pas mal réfléchi, je pense, sur lequel ils ont bien travaillé. Parce que vraiment, chaque scène a sa musique un peu épique ou un peu douce, un peu poétique. Donc, ça participe vraiment au récit et ça aide vraiment à s'immerger, je trouve, davantage dans la série. Donc ça, on n'en parle pas toujours assez, je trouve, du travail musical, mais c'est quelque chose qui est super important et qui participe énormément à plonger, en fait, tout simplement, le téléspectateur ou la téléspectatrice dans l'histoire. Et je trouve qu'ici, c'est très réussi. Alors, il y a des moments où justement la musique, on va avoir un combat épique, la musique va un peu détonner, mais justement ça participe à ce côté un peu fun et de l'histoire, quoi. J'ai trouvé qu'ils ont parfois eu des partis pris qui étaient assez culottés, mais en tout cas pour moi ça a vraiment fonctionné. Voilà, ça c'est vraiment les sujets principaux qui ont fait que j'ai aimé la série.
J'aimerais juste ajouter un petit point sur les thèmes qui sont abordés, parce que vous savez que moi, j'accorde quand même assez d'importance à ça. Je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de médias différents et c'est l'occasion justement d'aborder des thèmes qui sont importants et qu'on ne voit pas toujours assez. Et ici, vraiment, pour le coup, il y en avait pas mal. J'ai trouvé que du coup déjà le principal, j'en ai parlé au début, c'est vraiment l'intervention qui était vraiment très agressive de l'Occident dans un pays qui était à l'époque totalement fermé. Donc on a d'un côté les Occidentaux, donc tout ce qui est colon, et qui recherchent le pouvoir, les recherches, etc. Et de l'autre, on a le peuple japonais qui, à l'époque en tout cas, était profondément raciste, avec toute la noblesse qui vivait justement dans sa tour d'ivoire, qui faisait leurs alliances, leurs conspirations sans trop s'occuper du peuple. Voilà, donc c'était vraiment un choc de civilisation, je pense, en tout cas à l'époque, assez brutal. Et je trouve que ce côté modernité, tradition, mélange des genres, etc., ça a été, enfin mélange des richesses plutôt, des statuts, ça a été plutôt bien retranscrit. Enfin vraiment, j'en reparle encore, mais voilà la différence quand on croise justement un des hommes blancs que Mizu va retrouver, la manière de fonctionner, la mentalité. VS par exemple, Akemi, princesse, fille de la noblesse, qui est dans sa tour d'ivoire, dans sa cage dorée, qui se rend pas compte de ce que le peuple peut vivre à l'extérieur. Ça a été très bien retranscrit. C'est quelque chose qu'on sait, on en a entendu parler, mais je trouve que même si ça reste du dessin, c'est important en fait de mettre ce genre de sujet sur le tapis. Et pour rappel, c'est pas un studio japonais qui a fait ça, c'est un studio français. Donc du coup, ça veut dire qu'ils se sont vraiment intéressés à toute cette histoire pour essayer justement de le retranscrire de la bonne manière. Et personnellement, en tout cas, je suis pas experte, mais je trouve que ça a été plutôt bien travaillé, plutôt bien réfléchi. Au niveau d'un autre thème qui est assez important, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais d'Akemi notamment, c'est la place des femmes dans la société. Donc à l'époque, vraiment, le droit des femmes, on ne va pas se mentir, c'était quasi inexistant. Par exemple, Mizu est obligée de cacher son genre. Akemi, elle n'a aucun libre arbitre, elle est obligée de suivre les ordres qu'on lui donne. Et c'est sympa en fait d'avoir vraiment ces deux personnages de femmes complètement différents qui ne viennent pas du même univers, mais qui au final, chacune vont essayer de trouver leur place justement dans cet environnement qui est très hostile aux femmes et qui vont plutôt d'ailleurs bien se débrouiller. Donc ça, c'est assez chouette aussi à mettre en avant. J'en ai parlé aussi, mais la fluidité du genre et le handicap, voilà, qui sont abordés. Je trouve que c'est assez chouette pour être cité. Et il y a aussi le fait, je ne l'ai pas dit, mais que le sexe en fait est montré de manière très frontale dans cette série. Donc je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas à avoir autant d'aubergines, de pêche et de melons dans cette série. On m'avait pas prévenu. Et en fait, ce qui est bien, ce qui est fort, c'est que la première fois, on est un peu surpris, mais on se dit bon pourquoi pas. Deuxième, troisième fois, on se dit purée, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on en voit, ça rend en fait le sexe complètement naturel. Il y a même des scènes où ils mettent en avant il y a des scènes quand même qui sont assez crues avec des perversions entre guillemets parfois un peu troublantes. Mais en fait, ça permet de rendre ça complètement naturel. Et surtout, c'est jamais, comme je disais, vraiment, c'est jamais gratuit, quoi. Il y a toujours un but derrière à montrer. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même noter parce que, voilà, pour le coup, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, ça ne m'a pas du tout choqué, mais bon, au bout, encore une fois, de la troisième, quatrième aubergine, je me suis dit, mais purée, ils ont quand même pris un parti pris assez particulier. Mais voilà, c'est jamais gratuit, c'est fait avec finesse, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, ça apporte, on va dire, encore davantage au récit. J'ai pas vraiment de points négatifs. Si je pouvais en apporter un seul, et vraiment je chipote un peu, c'est que parfois il y a quand même quelques petites incohérences dans le scénario. Parfois, Mizu va se retrouver dans des combats et dans certaines situations. Voilà, on va dire que même le meilleur des samouraïs ne s'en sort pas, clairement. Donc voilà, il y a des petits moments où on se dit, bon, là, c'est peut-être un petit peu gros, mais je trouve que c'est assez léger. Et en soi, c'est chouette parce que ça permet aussi d'apporter davantage de richesse au récit, avec des scènes et des combats assez épiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Et petit warning, donc au-delà des scènes de sexe, c'est quand même très sanglant aussi. Il y a des os, il y a des tripes, des corps coupés en deux, voilà. Donc c'est vraiment, comme je le disais au début, une série pour adultes. C'est pas pour tout le monde, quoi.
Voilà pour les points principaux. Du coup, je conclurai assez rapidement en disant que vraiment, c'est une série qui est bluffante techniquement. Moi, j'étais passionnée vraiment du début à la fin. Je ne suis pas une experte du Japon, mais je trouve en tout cas que côté représentation, ils se sont plutôt bien débrouillés. Enfin, vraiment, il n'y a aucun moment où je me suis fait la réflexion de oula, là, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment travaillé leur histoire. Il n'y a aucun épisode qui se ressemble, et ça, c'est cool parce que même si certains sont un peu what the fuck, du coup, ça se regarde assez vite et il n'y a pas d'ennui, tout simplement. Les personnages, ils évoluent bien, ils sont complexes, ils sont attachants. Parfois, ils vont nous énerver, d'autres moments, ils vont nous émouvoir. Enfin, vraiment, on passe un peu du chaud au froid et c'est plutôt intéressant et plutôt chouette. Et voilà, moi, vraiment, j'ai super hâte de voir la suite des aventures. Je crois qu'une saison 2 est déjà prévue pour 2025, il me semble, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé depuis. Et j'avais cru voir aussi qu'ils étaient en train de réfléchir à un spin-off sur Ringo. Donc Ringo, c'est le personnage sans main dont je vous parlais au début. Donc du coup, ce serait super cool si ça pouvait se faire parce que je pense que ce petit personnage un peu rêveur pourrait nous surprendre et pourrait vraiment créer une histoire en tout cas assez chouette. Voilà. Si vous voulez vous faire votre propre avis, ah oui, pour info, ça c'est super chouette, mais que vous n'avez pas Netflix, le premier épisode en entier de la série est accessible sur YouTube et ça a été autorisé par Netflix. Donc n'hésitez pas à aller voir, ne serait-ce que pour le style, les dessins, l'animation, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et on vous fournira le lien évidemment avec la publication du podcast parce que nous sommes des personnes sympathiques. Oh là là, c'est pro. Voilà, donc ça s'appelle Blue Eye Samurai, c'est sanglant, c'est surprenant, c'est beau, c'est rafraîchissant, c'est sur Netflix et c'est super cool, regardez. Ce midi, madame m'a dit j'espère que Célia donnera envie. Alors, quand tu as comparé à Arcane, déjà c'était bon, mais Voilà. même pour tout le reste, donc je suis ultra chaud. J'ai comparé Arcane pour le côté vraiment waouh, Oui. c'est un truc qui sort de l'ordinaire, les animations sont cool et tout. Maintenant, voilà, en termes de dessin, d'animation, d'histoire, ça n'a C'est pas, pas- plutôt d'histoire et de scénario, voilà, ça n'a rien à voir. Mais moi, ça m'a vraiment procuré cet effet waouh que j'avais eu avec Arcane, quoi. Ouais, je comprends. Beg, est-ce que tu avais déjà vu? Non. Est-ce que Non, j'ai t'as- pas vu, mais il fait partie de ma liste. Il faut absolument que je regarde cette série. Mais moi, j'ai 2-3 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Déjà, on peut se dire que les studios français, ça envoie quand même. Bah, en ce moment, Oui, en ce moment, depuis Cocorico, quelques années, trop bien. c'est assez violent. Ce qui balance, c'est ultra quali. Blue Eye Samurai, moi, ça me hype, ne serait-ce que par le thème du Japon. On en mange un petit peu beaucoup ces derniers temps. Mais en règle générale, c'est plutôt de qualité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a Tsushima, on a Shogun, il y a Yasuke. Bon, Yasuke, j'ai pas vu, apparemment, c'est pas ouf, mais je l'ai pas vu. Rise of the Ronin, il y a le futur Assassin's Creed. Enfin bon, on est dans le thème depuis quelques années. Et c'est assez étonnant quand on t'entend de voir sur ce thème-là qui paraît un petit peu, entre guillemets, bateau et surtout rabâché, d'avoir des thèmes abordés qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors bon voilà, moi il faisait déjà partie de ma liste, mais je pense que je vais arrêter de le faire patienter. Il faut que j'y aille. Il faut absolument que j'y aille du coup, parce que tu m'as vraiment donné envie. On s'en parle au prochain podcast. Ouais, je connais pas, mais tout le monde m'en dit que du bien en plus, donc vraiment ouais, ça, je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil effectivement. Et vraiment, ça se regarde très vite. Pour le coup, alors, c'est les épisodes, je crois, si je ne me trompe pas, qui font 45 minutes. Ouais, c'était la question aussi, Je effectivement. crois que c'est 45 minutes, Ok. si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a 8. Mais pour le coup, vraiment, je te dis, moi, en 2 jours, je les ai Ouais, mangés. ça se mange, ouais. Ça se regarde vraiment vite. Ouais. Ok. Et que Trust avait commencé, je crois, quand Célia avait annoncé sa chronique. Est-ce que tu as fini depuis? Ouais, j'ai pas fini encore, et pourtant c'est vachement bien. Je sais pas, mais c'était une période où j'ai beaucoup bougé, j'ai pas beaucoup regardé Bah oui, de séries. t'étais bloqué dans l'Oise. Ouais, Ah. pas que. Et ouais, c'est vachement bien. Oh, je dirais quand même pas que c'est un arcade, mais Non, c'est pour ça. J'ai dit l'effet m'a fait un effet Oui, waouh, je mais sais, vraiment, voilà, en comparaison, évidemment, Arcane est au-dessus de tout, on est bien d'accord. mais en Ça tout permet cas, de patienter avant la saison 2 de Arcane, c'est justement. vrai. Et c'est vrai. Moi, je me suis relancé dans Arcane d'ailleurs en attendant. Très bon choix. Mais c'est vrai que c'est un petit ovni en fait, parce que c'est un studio français, ça traite de l'époque Edo et sur une animation plutôt qu'un style dans le style américain, quoi. Dans ce qu'il y a. Et d'ailleurs, c'est en anglais. Oui. Je la- n'ai pas précisé ça. Oui, La c'est VO, pas- c'est en anglais. c'est Ce VO, qui est, oui. ce qui est bizarre en fait, parce qu'on a quand même l'habitude de voir des sujets traités sur le Japon en langue japonaise souvent. Et là, ça m'a fait bizarre au début. J'étais là, ouais, attends, faut que je m'habitue. C'est étrange. Mais ouais, c'est super bien. L'animation est folle, effectivement. C'est travaillé. Et Ringo, ouais, le personnage handicapé, en situation de handicap, pardon, est incroyable, quoi. C'est vraiment, et comme tu dis, en fait, on oublie tout de suite qu'il a pas de main, en fait,
Et il est trop fort. Moi, c'est mon personnage préféré pour J'ai l'instant. adoré ce perso aussi. Et de ce que j'ai vu, franchement, c'est ultra bien. T'as raison, il y a plein de côtés contemplatifs et poétiques. Et toute la relation avec le forgeron, hein, celui qui fait, qui fait les sabres, les katanas avec qui elle apprend. C'est fou, quoi. Je trouve cette relation, et comme tu dis, c'est hyper intelligent en fait. C'est assez fin, c'est intelligent, c'est creusé, et ça te prend au dépourvu en fait. Tu t'attends. Tu pourrais dire, ok, il y a des poncifs, surtout comme tu disais, Beg, sur l'époque Edo, et on l'a déjà vu 50 000 fois, tu vois. Et en fait, pas du tout, c'est plutôt hyper bien traité, et c'est rafraîchissant. Donc, il faut que je le finisse. Et t'as raison, il faut regarder cette série. Et je crois que le studio bosse sur un projet actuellement qui ressemble un peu à un Ghibli, je sais jamais comment on dit. Je sais pas si tu as ça en tête. Ah, je sais pas du tout par contre. Non. Bon, c'est en cours de production, donc on n'y est pas. Mais par contre, je lis dans le chat, qui n'existe pas, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que tu as regardé ça avant ou après avoir fini The Office ? J'ai regardé ça après The Office. C'est quoi cette question? Non, c'est ça, c'est la fini The Office, parce que c'était en cours. Non, j'ai fini The Office. Mais t'avais pas fini, je crois, qu'on en a parlé ou... Non, voilà. ça y est, j'ai fini The Office. Mais combien de fois t'as fini The Office? Ah, une seule fois. Ah, pour l'instant. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de The Office. Et non, j'avoue, il m'a fallu 3 saisons. Mais après, tu as bien fait de me pousser parce que j'ai adoré The Office. Trop bien. Voilà, Mais il m'a fallu 3 saisons quand même. Ouais, très bien. C'est pas un coup de cœur, c'est juste pour hacker la chronique sur la fin. Et j'ai la question Quetrus qui me fait rebondir. Donc c'est en anglais, c'est que en anglais du coup ou... C'est que en anglais. Et alors moi, j'ai eu comme Quetrus, il m'a fallu bien... au 2e épisode, c'était bon. Mais le 1er épisode, ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que moi aussi, je regarde tout en version japonaise à chaque fois. Et j'avais un peu peur de ça, et notamment de me dire, non seulement c'est en anglais, en plus c'est fait par des Français, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, vraiment, pour le coup, on s'y fait. Enfin, moi, au bout du 2e épisode, c'est bon, j'avais intégré que c'était en anglais, ça me dérangeait plus. Et comme, en fait, il y a aussi des personnages qui sont occidentaux, ça choque, ça peut un peu moins choquer. Honnêtement, moi, je m'y suis fait assez rapidement, mais ouais, il faut avoir juste le petit déclic dans sa tête de se dire, ok, ça va changer un peu des animés que je regarde d'habitude en japonais. Mais ça se fait bien. Ok. Bon, en tout cas, je suis super chaud, donc je ne sais pas si je vais regarder ça ce soir, mais je vais regarder ça très très vite. J'ai besoin que tu nous redises donc, la série donc, Blue Eye Samurai qui est fait par... Blue Spirit. Voilà, il dispose sur Netflix dans une seule et unique saison pour l'instant. Exactement. Bon allez, pas de jeu de mots ou de blague foireuse sur cette intro. J'avais beaucoup trop aimé le premier Hellblade, avec son ambiance incroyable. Donc s'il te plaît, Beg, donne-moi envie d'y jouer ce soir parce que ça me changera un petit peu de Bob l'éponge, The Cosmic Shake, qui est très bien d'ailleurs. Écoute, oui, on n'est pas tout à fait dans le même thème là. Tu as fait le 1 donc du coup? Oui. Ok, très bien. Au casque, tout ça. Oui, c'est très important effectivement de le faire au casque. Et on est dans le même, dans les mêmes obligations, j'ai envie de dire, pour Hellblade 2. Alors, j'ai écrit une chronique. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais la lire parce que c'est tellement complexe que j'ai préféré vraiment écrire ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je commence. C'est parti. Avant de vous parler du jeu en lui-même, on va replacer rapidement les choses dans le contexte de sortie du jeu. Annoncé en 2019 déjà. Avec un sublime trailer, on voyait déjà tout le potentiel graphique et artistique du jeu avec des animations faciales hallucinantes, des environnements sombres et glauques, puis à la fin voir un géant échouer sur une plage se lever pour nous dévoiler le trailer du jeu. Senua Sasaka Hellblade 2, le titre du jeu définitif. Est-ce que vous avez vu ce trailer-là ? Est-ce que tu l'as vu ou est-ce que vous vous en souvenez si vous l'avez vu ? Non. Ok. Je me suis arrêté à Hellblade 2. Ok. Le jeu, c'est pour les enfants, donc... Ouais, voilà. Oui, surtout celui-ci, effectivement. Je te déconseille quand même, au cas où. Les grands enfants, quoi. Non, mais en fait, c'était vraiment ce qu'on suppose être une scène cinématique avec justement des animations faciales hyper impressionnantes et une Senua qui faisait un chant sauvage, tribal, vraiment, vraiment impressionnant au niveau de la réalisation. Donc après avoir vu ce trailer et fini le 1 quelques mois plus tôt, j'avais qu'une idée en tête, c'était acheter une Xbox parce qu'il était annoncé comme étant une exclue. Donc le jeu a été annoncé sur série X et S qui n'était pas encore sorti à l'époque. Donc comme le jeu a été annoncé exclu et dispo Game Pass en Day One, j'avais plus de bonnes raisons de ne pas acheter la future console de Microsoft. Et après 4 ans d'attente et seulement 3 jeux finis sur la Xbox, le voilà enfin. Nous sommes le 21 mai 2024 et j'achète 1 mois de Game Pass. 14,99€ en passant. Mon expérience sur le jeu. Alors, le jeu qui m'a fait acheter la console est là. Je sais à quoi m'attendre. Je connais le premier jeu, que j'avais fortement apprécié, effectivement, comme toi.
Enfin, je pensais savoir à quoi m'attendre. Par où commencer ? Déjà, le jeu a l'élégance de nous rappeler les faits du premier jeu. Senua, une guerrière picte, tente un voyage à Helheim afin de sauver l'âme de Dillion, son défunt bien-aimé. Le jeu est une illustration de la psychose et nous fait incarner Senua meurtrie, hantée par des voix qui la suivent et l'accompagnent tout au long du jeu. D'ailleurs, il y a un petit texte qui, je suppose, et il me semble me rappeler que c'est exactement le même qui est affiché dans Hellblade 1. Donc un message informatif au début du jeu qui nous dit, je vais vous le lire, « Avertissement de contenu sensible, ce jeu inclut des représentations de la psychose telles que des visions ou la présence de voix désincarnées que certaines personnes peuvent trouver dérangeantes. Les personnes ayant vécu des expériences similaires peuvent également trouver ces représentations dérangeantes. Des individus ayant vécu des épisodes psychotiques ainsi que des professionnels de la psychiatrie ont aidé à créer ces représentations. Ce jeu présente des scènes réalistes de violences graphiques, de traumatismes de mort, de terreur, de combustion, de noyade, d'espaces confinés et de thèmes liés à la perte d'un enfant. Si vous souhaitez en savoir plus sur la psychose et la santé mentale, rendez-vous sur www.hellbladehelp.info. C'est important. Ouais, et d'ailleurs, je confirme, pour l'avoir vécu dans le 1, c'est un truc de ouf. Tu te dis, ouais, ça va, c'est bon, c'est un jeu vidéo, ils vont pas me saouler avec ça. Ah non. Et quand tu joues, il y a des gens qui n'ont pas réussi à finir le 1 à cause de ça. C'est perturbant. Effectivement, déjà, le 1 était assez perturbant. Et moi, j'ai trouvé le 2 encore plus sauvage, on va dire. Mais on va y venir. Si le premier jeu nous décrit une Senua perturbée et en quête de vengeance, réalisant un voyage personnel, Hellblade 2 aura une approche un peu différente avec une Senua qui va évoluer tout au long du plan séquence que nous propose le jeu, un peu comme God of War. Toujours hantées par ces voix, celles-ci ne sont plus des indications sonores qui faisaient partie intégrante du gameplay lors du premier épisode, mais plutôt une représentation de la conscience et de l'état d'esprit de Senua. Ces voix qui parfois disent « je », parfois s'adressent directement à Senua, ou parfois parlent d'elle à la troisième personne. On va décrire le début du jeu. Le début du jeu nous montre un bateau d'esclavagistes en pleine tempête près des côtes islandaises. La caméra plongeante survole un bateau pour nous amener dans la cale aux côtés de Senua et va nous faire vivre l'échouement du bateau. Là, les premières voix se font entendre. « Je ne veux pas mourir, dirige-toi vers la lumière ». Les voix suffoquent et nous plongent directement dans l'ambiance psychotique du jeu, car ces deux voix vont continuellement nous parler, enfin, nous parler à nous ou à Senua. Au final, on est un peu impliqués, nous, en tant que joueurs. Une fois Senua arrivée sur la plage, nous en prenons enfin le contrôle. Pas d'interface, pas de HUD, rien. Aucune indication de gameplay, nous allons devoir nous en sortir seuls. En vrai, on peut faire un petit tour dans les options, voir les touches, à quoi correspondent les touches quand même, mais en tout cas, il n'y a pas de tutoriel en tout cas. Le jeu est très immersif et cette séquence nous propose de gravir des rochers avec une Senua pas loin d'y être passée 5 minutes plus tôt, donc très affaiblie. Le gameplay est très lourd et on cherche vite la touche courir. Puis vient notre premier combat, même principe, on cherche les touches. Attaque rapide, attaque lourde, garde, esquive. Classique mais redoutablement efficace car les combats sont plus apparentés à des duels qui nous mettent face à des ennemis ultra déterminés et dans lesquels toute la bruteté et la violence du jeu vont ressortir. Il me semble que dans le 1, on pouvait affronter plusieurs ennemis en même temps. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment uniquement du entre guillemets 1 contre 1. Et c'est ce qui va rendre les combats hyper brutaux. Mais brutaux dans le sens littéral du terme, quoi. Les combats on les vit. C'est ça en fait le truc qu'ils ont réussi à faire dans ce jeu. C'est bizarre à dire, mais même si dans le gameplay ils inventent rien, la mise en scène et la brutalité des scènes de combat font que l'on vit pleinement les affrontements. Les expressions faciales, la musique profonde et les percussions qui enrobent les voix qui vous encouragent font que j'attends chaque combat avec impatience. Les environnements et les scènes dans lesquelles se déroulent les combats participent à un côté viscéral de ces phases. Le joueur est hyper impliqué dans ses émotions, plus que dans le gameplay au final, parce qu'on va vraiment subir avec Senua ces combats. Le jeu nous amène ensuite à croiser plusieurs personnages, dont 3 qui vont rallier la cause de Senua et la suivre dans son cheminement. Senua n'est plus seule, les personnages lui font confiance et elle va se muer en une espèce de guide et représenter un espoir pour les populations environnantes, donné en sacrifice à des géants qui peuplent ces terres. Le rôle de Senua sera d'apaiser ces créatures qui sont des métaphores du pouvoir et du contrôle que peuvent exercer les esclavagistes sur ces populations. La différence entre le premier jeu et sa suite se trouve là. Quel est l'intérêt d'une suite à Hellblade au final ? Ça, c'était la question qui, moi, me hantait pendant ces années. C'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de plus en ayant abordé ce thème d'une manière aussi, entre guillemets, impressionnante sur le premier jeu ? Parce que c'était vraiment un voyage interne, on va dire, intérieur.
Eh bien, difficile d'aborder une nouvelle fois le sujet de la psychose. C'est là où Hellblade 2 tape juste, selon moi. Malgré quelques phases de transition un peu vides et certains personnages qui donnent leur confiance un peu vite à Senua, le jeu nous fait vivre une évolution lente mais flagrante de Senua entre le début et la fin du jeu. Les voix de Senua ne sont plus forcément accusatrices et culpabilisantes, elles sont parfois impressionnées par les actes de Senua et l'on comprend que Senua commence à croire en elle-même et à prendre confiance. Et c'est vécu de manière hyper implicite. Les voix sont omniprésentes et nous mettent à la place de Senua pour nous faire vivre cette prise de confiance en soi tout au long d'un cheminement qui aura été parsemé de parenthèses psychologiques et psychotiques, de voyages intérieurs et d'hallucinations, amenant Senua à ne plus être une femme luttant pour elle-même, mais l'amenant à devenir une libératrice au sens propre du terme. Pourquoi est-ce que ce jeu est si immersif ? Et là, je pense que vous avez dû voir les critiques sur le net. C'est au niveau de sa réalisation. Le jeu est fait sous Unreal Engine 5. Et ce qui marque dans Hellblade 2 et ce qui le rend si viscéral et si cinématographique, c'est sa beauté et les frontières avec lesquelles il joue. Les frontières entre ce qui est réel ou pas dans les perceptions de Senua, qu'est-ce qui est réel pour elle et donc du coup pour nous, et ce qui est réel aussi au niveau graphique et au niveau du réalisme des graphismes et de la photographie du jeu, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Le jeu est d'une beauté, je pense que on peut le dire, c'est le plus beau jeu qui existe actuellement sur le marché, en tout cas sur le marché des consoles. Les visages, les lumières, les environnements, les animations, les expressions faciales, c'est assez fou. Tu fais une pause, tu lances le mode photo, tu regardes les expressions faciales, c'est criant de réalisme, mais c'est vivant. Le jeu est vivant, c'est ça qui est très très bon dans Hellblade 2. Donc un peu à l'instar de Célia avec Blue Eye Samurai, j'ai pris une méga claque en jouant à Hellblade 2 au niveau visuel et aussi bien sonore, parce qu'on doit la profondeur des expressions de Senua à Melina Jurgens, qui était déjà la comédienne qui l'avait incarnée dans le 1, qui l'avait incarnée et interprétée. Et il faut dire que la performance capture, alors je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour faire toutes les captures, les performances capture, les scènes de films. Enfin oui, parce qu'ils ont filmé les acteurs pour prendre toutes les expressions. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais le taf, il est hallucinant, quoi. Le jeu a mis donc 5 ans de développement, mais au niveau de l'acting, je ne sais pas combien de temps ils ont passé, mais c'est incroyable. C'est vraiment criant de réalisme. Donc on a aussi la beauté des tableaux. On a au tout début du jeu, je ne vais pas trop spoiler parce que le jeu est quand même assez court. C'est en 7 heures de jeu, on le termine. Moi j'ai mis 10 heures parce qu'il y a un mode photo, donc du coup j'ai pris un peu plus de temps. Mais la beauté des tableaux, donc on a la plage au tout début avec les bateaux échoués, le vent, les éclairs, la pluie qui tombe, et puis les esclavagistes qui sont échoués et qui viennent s'en prendre à Senua. Et vraiment au niveau graphique et réalisation, c'est juste pour le côté esthétique de la chose, il faut au moins lancer le jeu pour voir la gueule du jeu, tout simplement. On a aussi à un moment donné un tableau avec un lac où en fait il fait beau, les couleurs sont chaudes et en fait on sent qu'on est en sécurité. Les voix sont plutôt apaisées pour ensuite retourner dans une espèce de trip intérieure de Senua. On va retourner dans son psyché et on va repartir dans un voyage en enfer, l'espace d'une séquence où en fait on va se retrouver dans une grotte immergé, on est enfermé, on est sous l'eau, on a un ennemi qui nous attrape la jambe, on ne sait pas s'il est réel ou pas, est-ce que c'est dans sa tête, et en fait c'est hyper oppressant. Moi j'ai vraiment vécu le jeu à la place de Senua, quoi. J'étais essoufflé, j'avais chaud, j'étais pas bien, le jeu m'a fait vraiment vivre des émotions incroyables. Et j'ai pris après quelques petites notes, tout simplement pour dire que... qu'est-ce que j'ai noté ? Excusez-moi. Ouais, j'ai parlé du mode photo, parce que le mode photo, moi, c'est un truc que j'adore dans les jeux. Là, c'est un mode photo qui est un petit peu brut, j'ai envie de dire, mais par contre, on a beaucoup de possibilités. Il y a énormément de filtres et en fait, on peut faire beaucoup de création, au final. On peut composer ces tableaux. Surtout dans les phases de combat où je trouve que c'est là où prend tout le côté viscéral du jeu avec ses expressions faciales et la haine et la force et la brutalité avec lesquelles les ennemis nous attaquent. Et on a donc des ennemis humains, on a les Draugr qui sont des espèces de créatures mystiques
qui viennent nous enflammer littéralement le combat avec des torches. Ils vont nous submerger de flammes. On va ressentir la chaleur, j'ai envie de dire, tellement moi j'étais à fond dans le jeu. Et pour conclure, et après j'espère que vous allez avoir quelques questions, je dirais qu'en fait on ne joue pas à Hellblade, on le vit, parfois même on le subit. En tout cas, il crée chez le joueur une véritable émotion et brise le quatrième mur de manière très subtile, car les voix impliquent que Senua a conscience de notre présence, ou inversement, que ce sont les voix qui ont conscience de notre présence. Et seul un média, pour moi, comme le jeu vidéo, est capable de créer cela. Je comparerais peut-être l'expérience Hellblade 2, plus que Hellblade 1, à une expérience un peu comme une expérience VR, c'est-à-dire une expérience immersive dans laquelle on va se retrouver complètement impliqué dans le personnage. Et dernière petite chose, dans le 1, il y avait beaucoup d'énigmes. Dans le 2, il y en a très peu. Elles sont assez basiques, mais c'est pas le cœur du jeu. Vraiment, le cœur du jeu, c'est l'évolution des personnages et surtout l'évolution de Senua avec une mise en scène assez incroyable et des tableaux magnifiques. Voilà pour ma petite chronique et j'espère qu'on va pouvoir échanger ensemble dessus. Mais bien sûr. Cutrus, je pense que tu peux aimer ce genre de jeu. Bah, je voulais regarder à quoi ça ressemblait, mais tu m'as engueulé, j'ai pas pu regarder sur le téléphone. Alors, il y avait peut-être des grésillements en fond, mais voilà, c'est parce qu'on n'a pas assez de budget sur Patreon, mais on en reparle à la fin. C'est vrai. C'est pour ça, parce qu'on n'a pas des câbles. Ouais. Mais je pense que tu peux te lancer dans le jeu, en vrai, sans... Alors, ça dépend. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre d'une chose, en fait. Est-ce que ça fait flipper ? Alors, pas flipper, tu vois, Elden Ring, ça me fait pas flipper, des trucs comme ça, mais... moi, les trucs avec les jumpscares et les ambiances hyper flippantes dans le noir et machin. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce côté où t'as un côté psychotique, quoi. T'as un côté... ça peut faire peur dans le sens où tu vas voir un ennemi qui va sortir de derrière un buisson et qui va te sauter à la gueule. Ouais, non, ça va. C'est un côté plutôt malaisant et c'est pas du plasmophobia ou des trucs comme ça, quoi. Comment ? C'est pas plasmophobia ou... Non. Non, là, t'es vraiment dans un côté oppressant et si jamais t'es un peu sensible au niveau justement du message que je disais au début, hein, si t'as déjà vécu des hallucinations, ce genre de choses, ça peut être vraiment gênant pour le coup parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à retranscrire. Et c'est ça qui est fort, parce que les deux voix... Alors, il faut jouer au casque, pourquoi ? Parce que tu as une voix qui te parle dans l'oreille gauche, une voix qui te parle dans l'oreille droite. Et en fait, elles représentent un peu l'état d'esprit de Senua, et elles vont changer d'état d'esprit, elles aussi, à tout moment. À un moment, elles vont être accusatrices, elles vont être hyper véhémentes envers Senua, et à d'autres moments, elles vont être impressionnées par ce qu'elle a fait et en fait elles vont l'encourager. Donc il y a toujours un côté un peu ambivalent dans ce que, enfin même à trois, parce qu'il y a la conscience de Senua, il y a la conscience gauche, la conscience droite, et elles savent même pas où elles se situent elles-mêmes. Donc c'est assez gênant à ce niveau-là. Mais par contre, rien à voir avec un Resident Evil ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Et je suis pas d'accord avec, c'est pas le seul médium qui permet ça en fait. Il y a le jeu de rôle et le jeu de rôle grandeur nature. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, écoutez Drôle de jeu sur PH. Allez, la pub, allez. T'as raison. Non, mais ça donne envie. Je suis pas sûr d'y jouer. Je sais pas si j'aurai le temps, mais regarder des replays, ouais, ça m'a... Ouais, je pense que tu peux au moins le regarder sur YouTube éventuellement, parce que tu as quand même un côté hyper cinématographique. Le jeu est en format 21/9. Donc, tu as aussi ce côté vraiment panoramique, j'ai envie de dire. Et mais ça se laisse regarder aussi. Mais il y a vraiment une histoire complexe et qui est agréable à regarder en gameplay, ou est-ce que en fait, on est plus sur... T'as une vraie histoire et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir joué au 1, puisque de toute façon ils nous font un récap au début du jeu et on comprend vite où on est et tu comprends vite où ça va aller. Et l'histoire, moi j'ai trouvé la fin du jeu vraiment top. Mais... Est-ce que dans le sens où il n'y a pas de grinding Ah non, pas du tout. C'est vraiment, c'est un film interactif. Ok, d'accord, très bien. C'est une espèce de film interactif dans lequel tu es hyper impliqué et tu n'as pas d'interface, tu n'as pas de statistiques, tu n'as rien de tout ça. Tu as une épée et voilà, c'est tout. Ils n'ont pas foutu un système de jeu de rôle, de RPG derrière? Non, du tout. Tu n'as aucune stat dans le jeu. Rien du tout. C'est vraiment un long plan séquence de 7 heures. Ah, ok, je vais peut-être y jouer. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. Tu disais justement, tu as vécu le jeu. Ah ouais, complètement. Alors, si tu le regardes, je pense que tu n'as pas la même appréciation. En tout cas, si tu n'as pas le temps d'y jouer, ou si tu n'as pas la console, ou si tu n'as pas l'argent pour acheter un mois de Game Pass ou quoi que ce soit, tu peux le regarder sur YouTube pour voir à quoi ça ressemble, ne serait-ce que pour voir le côté graphique du jeu. Mais effectivement, y jouer, t'es impliqué.
Donc de toute façon, tu vis les choses, tu les vis véritablement, quoi. D'ailleurs, tout petit détail, attends, excuse-moi, c'est que moi je l'ai fait sur Xbox Series S. Donc je l'ai fait sur la moins puissante des consoles. Et j'ai quand même pris une claque. Donc j'aurais aimé le faire sur X pour avoir une expérience encore plus impressionnante. Mais on reviendra au Patreon juste après, t'inquiète pas pour ça. Mais je crois qu'il est sorti sur Switch le premier. Mais faut pas le mettre en mode canapé en regardant la Starac en fond, quoi. Ça se vit vraiment, quoi. Faut être impliqué dedans, Ouais, à fond. C'est ça. Faut être à fond dedans parce que justement, ne serait-ce que jouer au casque, donc tu peux pas forcément même jouer à deux, tu sais, genre on fait le jeu tous les deux devant la télé, ça, tu vas perdre un truc. Ouais. Donc faut absolument être impliqué à fond dans le gameplay, parce qu'en plus le son a été travaillé pour ça. Ouais, bah tant mieux. Parce que les jeux que tu joues en regardant la Starac, tu peux pas y jouer toute l'année du coup, donc c'est chiant. Déjà, sauf si tu fais les replays de la Starac, mais ouais, j'ai dit ça en mode un truc festif à côté, mais ou Koh-Lanta, ça marche aussi. Pardon, je comprends pas le second degré. Et je te propose de passer du coup le micro à Célia pour avoir. Je prends le micro. Allez, prends. Moi, je n'ai pas la Xbox déjà, donc j'ai été passée à côté du premier à l'époque. Enfin, en fait, je me souviens avoir vu en fait les graphismes, juste même le key art en fait, ces nuages, je crois qu'on voit avec la peinture bleue, etc. Rien que moi, ce truc-là m'avait pas mal attiré. Mais il était en réduction sur Switch l'année dernière, donc je l'ai acheté. Et je n'y ai pas joué justement pour ce que tu disais en fait en tout début, c'est qu'il y a quand même pas mal de scènes un petit peu troublantes, etc. Ouais. Et bon, à l'époque, j'étais enceinte, donc j'avais pas très envie de me lancer dans un truc comme ça. Voilà, tu as parlé d'un truc avec des aubergines et des mains coupées. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je suis plus enceinte maintenant, c'est bon. Je peux me remettre dedans. Ça change beaucoup de choses. Exactement. Du coup, il est toujours dans ma liste sur Switch, mais c'est le premier, hein, bien sûr. Je m'étais dit que je me lancerais dedans dans pas trop longtemps parce que j'adore le côté psychologique. Je fais partie de ces gens qui regardent les séries et comment on dit je perds mes mots. Documentaires. Merci beaucoup. Les documentaires sur les serial killers, ce genre de choses, je trouve ça un peu passionnant. Bon, on n'en est pas là, mais je trouve que le côté psychologique, c'est un thème super chouette de voir vraiment à quel point le cerveau peut nous faire certaines choses. C'est assez intéressant. Je ne serai plus jamais réinvitée dans ce podcast, mais c'est pas grave. C'est faux. Mais donc ça m'a donné encore plus envie de me replonger dedans, ne serait-ce que dans le premier. J'attendrai potentiellement que le 2 sorte sur Switch du coup, parce que je n'achèterai pas la console ou sur Steam peut-être, je sais pas. Je sais pas, étant donné que c'est vraiment Microsoft, c'est vraiment, ça a été un fer de lance pour justement relancer un peu la marque Xbox. Donc ils se sont servis de ça. Alors j'ai vu aussi, c'est là où je voulais en venir, c'est que le jeu s'est un peu fait bâcher sur Internet et j'ai pas trop compris pourquoi. Étant donné que l'argument que je voyais le plus souvent, c'était Hellblade 2 est beau et c'est tout. Mais c'est complètement faux, quoi. Le jeu est beau, mais ça va. C'est pas être beau pour être beau, c'est-à-dire que ça va servir le côté impliquant et ça nous permet de vivre. Mais je pense, j'ai pas d'autres mots, quoi, en fait. J'ai vraiment vécu le jeu. Ouais, je comprends ce que tu dis et je pense que c'est un jeu qui nécessite d'être hyper concentré sur ton aventure et pas le survoler quoi, en mode c'est bon, c'est un jeu, on se déplace, c'est mignon. Il y a du son, quoi. En sachant que moi, je l'ai fait donc en 10 heures et je l'ai fait en 5 sessions. 5 sessions de 10 heures. Moi, je joue rarement que 2 heures d'affilée. Quand je joue 5, 6, 7 heures d'affilée des fois. 2 heures, c'était bien. C'était des petites sessions pour moi et ça suffisait parce qu'en fait, c'est éprouvant de jouer à Hellblade. Et surtout le 2, justement, parce que le 1, il y avait des phases d'énigmes, on cherchait un peu, il y avait de la réflexion, entre guillemets. Voilà. Mais là, le 2, c'est brutal, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre là-dedans et en plus, il y a des personnages qui nous suivent. Et au début, on se dit, ça va être des ennemis, ils vont nous tendre des pièges ou quoi. Et en fait, non, Senua, elle est un peu victime de son côté libératrice, justement. Et alors, c'est pas qu'elle se sent obligée, mais elle y va, quoi. Elle affronte son destin pour avoir vraiment un final avec un personnage, un boss final de bâtard, quoi. J'ai envie de le dire. C'est vraiment le personnage le plus dégueulasse de ces derniers mois que j'ai pu avoir. Il m'a marqué. Quand je dis dégueulasse, c'est dans le sens vraiment sans pitié, quoi. Le mec, c'est vraiment un pur méchant, quoi. Ouais, genre Bardella, quoi. Ah, ouais, voilà. Le méchant ultime. Ouais, mais tu vois, moi, quand je t'entends faire ta chronique, je trouve ça justement dommage de se dire allons regarder ça sur Twitch ou YouTube. Enfin, j'ai pas la console, mais je pense que j'attendrai soit que ça sorte sur notre console, soit potentiellement de squatter la console de mon petit frère. Ouais, c'est ça. Il faudrait éventuellement. Ce genre d'expérience, je trouve que c'est dommage justement de la jouer par procuration. En regardant quelqu'un, il faut le vivre, en fait. Je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que ça peut être un moyen détourné, effectivement,
d'essayer de se rapprocher de ce que peut être l'expérience Hellblade, de la regarder. Mais oui, moi je ne peux que conseiller d'y jouer, et je regrette absolument pas du coup d'avoir claqué 300 balles dans une Xbox pour faire 4 jeux, parce que dans ces 4 jeux il y a Hellblade 2 quoi. Mais est-ce que du coup ça vaut le coup quand même que je fasse le 1 sur Switch, ou est-ce que ça ne se rapproche pas du tout du 2? Si, dans l'expérience ça se rapproche énormément, c'est juste que dans le 2 tu as un côté plus brutal et plus orienté combat malgré tout que le 1, mais le 1 il va être hyper important pour que tu comprennes l'évolution du personnage dans le 2, parce que dans le 1 c'est vraiment un voyage intérieur. Elle a la haine, elle est meurtrie, et elle est devenue folle par la perte de son amour, et quand je dis folle c'est vraiment au sens propre du terme, et dans le 2 elle va affronter ces démons là et elle va apprendre à les apprivoiser. Et c'est pour ça que je trouve que la suite, en fait, elle est judicieuse, parce que j'avais peur justement d'avoir une copie. Et en fait, on a une évolution de ce que pouvait proposer le 1, qui était pour moi effectivement aussi un chef-d'œuvre, j'ai envie de le dire, parce que c'est un jeu qui m'a mis une méga claque à l'époque. Et j'avais envie de reprendre la même claque, et en fait, j'en ai pris une encore plus grosse, quoi. Vraiment, Hellblade 2, moi, il m'a mis une méga claque. C'est pour moi, pour l'instant, le jeu de l'année. Alors, il y a encore des jeux, il y en a encore. J'ai pas fait FF7 en plus. Voilà. Mais voilà, c'est le jeu qui pour l'instant m'a le plus marqué depuis ce début d'année. Et on est d'accord que c'est vu à la 3e personne? Ouais, c'est vu derrière. La mise en scène, elle est un peu en caméra à la God of War, on va dire. Okay. Mais voilà, sans interface, juste avec un décor et des ennemis ultra beaux qui viennent t'agresser, et avec une évolution des personnages qui est vraiment, vraiment top, quoi. Trop bien. Et le fait que ce soit pas beaucoup d'heures, perso, c'est un très bon argument aussi pour moi, parce que les jeux qui durent 200-300 heures, franchement, personnellement, j'en peux plus. Donc, ouais, c'est sûr. Ça, c'est chouette. Après, sur les 7 heures, tu as 2-3 toutes petites longueurs. Tu sens que c'est des choses qui ont été mises là pour faire des espèces de transitions. C'est un peu long, mais voilà, c'est rien de bien grave, rien de rédhibitoire pour vivre ce que les développeurs ont voulu que le joueur vive. Et au final, pour moi, ils ont réussi leur coup, mais 100%, quoi. Bah, ça donne envie, en tout cas. Ouais. Et même question que la chronique d'avant, mais c'est en quelle langue? En anglais. C'est que en anglais comme le premier, du coup. Alors, ah oui, tiens, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Oui, c'est que en anglais. Alors, franchement, je ne sais même pas si j'ai même pas regardé dans les options. Moi, je l'ai fait en anglais. Par contre, quand tu finis le jeu, là où c'est hyper intelligent, c'est que tu as un New Game Plus, mais le narrateur va changer. C'est-à-dire que tu vas avoir le narrateur des personnages que le narrateur devient les personnages que tu as rencontrés pendant la première partie. Donc, tu as 3 personnages. Au début de l'aventure, tu vas avoir le personnage 1, le personnage 2, le personnage 3, qui vont raconter l'histoire de leur point de vue à eux. Et tu peux, en le finissant une deuxième fois, débloquer un 3e mode de narration, mais par contre, je ne sais pas ce que c'est, parce que je ne l'ai pas fini 2 fois. Ok, ils sont quand même, entre guillemets, fait chier à faire ça, alors qu'il y a des gens qui vont le faire qu'une fois. Enfin, je pense une majorité des gens... Mais alors, pour le coup, c'est un des rares jeux où tu vas avoir un vrai intérêt sur le New Game Plus, parce que moi, je l'ai relancé, le New Game Plus, juste pour voir qu'est-ce que ça proposait. Et en fait, ça donne envie de jouer, parce que tu comprends que ce personnage-là, il a évolué, et tu vois le début de l'histoire avec son point de vue à lui, et donc tu vois son évolution à lui au travers les actions de Senua. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. C'est un truc à souligner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Enfin, pour moi, c'est le seul que je connais aujourd'hui qui propose ça. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un point de vue différent au final. Et je repense aussi aux critiques qui sont arrivées, c'est que de base, le jeu, si tu l'achètes pas avec le Game Pass, c'est 50 balles. 50 balles pour 7 heures. On aime bien faire la gueule pour ça en général, surtout en France, pour dire c'est trop cher pour le temps qu'on passe, alors qu'en vrai, c'est quand même un truc... je le dis toujours, mais c'est l'effet The Witness, où c'est un jeu à 38 € et en fait, c'est juste un jeu de puzzle, quoi. Oui, et puis après, tu as le nombre de jeux où tu vas mettre 60 ou 80 balles pour jouer 130 heures, et tu as 70 heures où tu t'emmerdes. C'est exactement la même chose. C'est ça. 70. Ah bah ouais, c'est 80 balles aujourd'hui un jeu. Ouais, tu paies rarement ce prix-là, je pense. Oui. Mais... Ah oui, pardon. Ouais, bon, non, mais j'exagère un peu. C'est clair, oui, 50 balles aussi. Mais un jeu de cette qualité-là, effectivement, c'est pas... Là, t'as 7 heures où bien rempli et où tu t'en rappelles, quoi. Ok, bah écoute, moi je suis déjà chaud de base. Ah si, quand même la question, mais t'as plus ou moins répondu, mais j'ai quand même envie d'avoir une autre réponse. Il sort quand sur PS5 ? Bah voilà, je pense qu'il ne sortira jamais. Et sur PC ? Pareil. Alors, il est pas normalement qu'il soit sur le. Je crois il est sur le Game Pass, mais je sais pas si c'est sur PC. Ouais. Je crois que j'ai vu GeForce Now. Je n'utilise pas trop ce service, mais je crois que c'est dispo aussi un peu à part. Ah ouais, non, alors j'avoue à vérifier.
On donnera l'info. Ouais. Bah, il y a un lien. Ah ouais, j'avais pas vu le lien en bas. Bah voilà, il y a la réponse. Ah, voilà. Pas la peine Ah. de. Ouais. Ouais, c'est en bas de votre écran. Ok, bah merci en tout cas, Beg. Je suis ultra chaud, bien sûr, Merci à vous. pour jouer à ce Hellblade 2 dont j'ai oublié le nom complet, qui est Senua's, Senua's Saga Hellblade 2. qui est dispo donc sur Xbox Series via le Game Pass ou au prix de 50 € environ en attendant la sortie PS5. Eh bah, les coups de cœur, c'est fini. Du coup, on a des sujets dont on ne parlera pas ce soir. Et je vais commencer avec le sujet dont j'ai pas envie de vous parler. C'est que j'ai une amie qui nous écoute parfois, qui a eu un petit défi cette année de réaliser Paris-Athènes en vélo, donc avec des chemins un peu spécifiques. Donc, elle a dépassé les 4000 km. Et cette amie, je l'ai vue, donc elle a fini ça, et je l'ai vue 2 semaines avant son départ. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais te suivre virtuellement et je vais faire 10% de ce que tu fais chaque jour. Ah oui. Et c'était un peu une connerie, mais je l'ai fait quand même. Et du coup, j'ai fait 400 km en 40 jours, en plus de mon travail, en plus de mes activités, etc. En plus des soirées où j'avais pas forcément envie de faire ça et de me mettre comme une loque sur le canapé à jouer à la Switch avec un programme en fond. Et bah, du coup, je me motivais à faire des 10-15 km parce que des fois, je l'avais pas fait la veille, donc il fallait que je rattrape. Et du coup, j'ai pris des muscles au niveau des cuisses, vraiment. Ça, je l'ai ressenti, quoi. Mais bref, voilà, petite expérience dont je ne parlerai pas aujourd'hui. 400 km. Donc, pardon, je l'ai fait à la maison sur un vélo d'appartement. j'ai pas C'était la précisé. question. Ah. Mais j'en parle pas, je vous ai dit, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, Il n'y aura pas tes photos de tes cuisses sur le Patreon? alors, si jamais quelqu'un un jour met un montant de 10 000 € par mois pendant 1 an, peut-être que je fais une photo de ma cuisse gauche. Voilà. Si vous trouvez le palier, et peut-être que. Enfin bref, on s'en fout. De toute façon, j'en parle pas. Voilà. Et peut-être que Beck, tu as envie de pas nous parler d'un truc aussi. Ouais, moi j'ai pas envie de parler de Furiosa parce que c'est pareil. J'ai pris une claque dans la gueule. Non, j'en parlerai pas parce que c'est encore une fois, je trouve que les critiques sont beaucoup trop véhémentes envers le réalisateur et envers ce que les gens pouvaient attendre de la suite de Fury Road. Moi, j'ai pris la claque que je voulais aussi, même si le film a des défauts, mais je trouve qu'au final, le thème et ce qu'ils ont proposé est un petit peu plus profond que ce que veut bien nous montrer Monsieur Miller. Ouais. Et en tout cas, il faut aller le voir. Et moi, je ne vais pas donner mon avis dessus, mais je suis d'accord avec toi. C'est plutôt une. Tu sors de là, tu es complètement éclaté, quoi. C'est une grosse claque. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Ouais. Surtout que je l'ai fait. Alors, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait, mais je ne voudrais pas en parler. Mais dans une salle où, tu sais, tu as les basses qui résonnent sous les sièges et tout ça, quoi. Donc, J'ai fait pareil. c'est épuisant, mais Ouais. c'est génial. Ouais, c'est à faire, à voir. C'est dommage qu'on n'en parle pas parce que ça fait beaucoup de claques. Ça pourrait presque donner un titre à cet épisode. Célia, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui? Je vous parle pas du spin-off de The Boys qui s'appelle Gene V sur Amazon. Bon, je vous présente pas The Boys, hein, j'espère que vous avez regardé cette série. Bien sûr. Dans Gene V, on a des étudiants super qui s'entraînent dans une université. Ils vont découvrir des secrets un peu sinistres justement au sein de cette école. Et je vous en parle pas parce que c'est cool, c'est sanglant, ça pète de tous les côtés, ça vaut pas The Boys, on va pas se mentir, mais ça permet de patienter justement jusqu'à la sortie de la saison 4 qui est prévue normalement pour cet été, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas regarder Gene V. Juste un petit point quand même, la saison 2 a été reportée parce que malheureusement un des acteurs principaux est décédé, donc du coup voilà, on ne sait pas trop comment ça va suivre, quoi. Du coup, ça vaut pas le coup d'écouter ma chronique sur la comics, le comics The Boys qu'on a dans Comics Outcast. Attends, tu parles de l'épisode numéro combien là? Celui-là. Ah, celui-là en bas là de votre Ouais. écran. Ok, trop stylé. N'écoutez pas. Si, écoutez, c'est génial. Ok, ça marche. Et bah, que Truss, toi de nous raconter de quoi tu nous parles pas? Bah non, du coup. Ok. Si, si. j'ai pas envie de vous parler En de plus. Les pruneaux. l'expo. Pardon. Les Là- photos, là- shooting. Je vais pas vous parler de l'expo L'art de James Cameron à la Cinémathèque à Paris, qui est jusqu'au 5 janvier 2025. Et donc en fait C'est Cafou. Vraiment, Hein je cherchais Je Cafou. cherchais. qui est une espèce de biographie artistique de Cameron en fait, qui revient un peu sur tous ses films, ses concepts, et aussi là où j'ai découvert, mais j'ai pas trop envie de vous le dire, que c'est un putain d'artiste et c'est un dessinateur de malade. Et ce, dès son plus jeune âge, au lycée, il s'est amusé, il s'est dit tiens, je vais faire un petit comics.
tu vois le niveau des dessins, tu fais ok, d'accord, super. Et le mec est ultra bon. Et alors moi, Cameron, c'est quelqu'un que j'adore. Sa filmographie, je kiffe de ouf. Quasiment tous ses films d'ailleurs. Peut-être Titanic un peu moins. Mais l'expo est super bien foutue. En fait, elle a été co-créée avec lui et sa femme. Et c'est vraiment à voir. C'est 14 €. Donc n'y allez pas. Et je vous en parlerai pas plus. Ils peuvent y aller, mais il faut juste pas en parler, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, n'en parlez pas. pas. Mais... Pas de problème. Hein. Ne tweetez pas, quoi. C'est bien. Je pense qu'on peut se remettre un dernier petit jingle et on va conclure tout ça. Un dernier petit jingle de... Je sais pas, t'as un doigt sur le jaune, je crois. Vas-y, tente-le. Tu veux celui-là? Ça a changé. Hein. Moi, c'était pas comme ça quand je réalisais. Je crois que je mets... Alors, en fait, il y a des couleurs maintenant sur le PodTrack 3000, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et moi, je fais toujours le jaune en tant que c'est le milieu de podcast. Mais bref, on s'en fout. C'est pas radiophonique. On a fini. Merci encore pour toutes les chroniques que je vais récapituler. Donc, Queutrus, tu nous as parlé de la BD Les Lumières de Lamalou, où il manque 2 pages. Célia, tu nous as parlé de la série Blue Eye Samurai, où il ne manque pas d'aubergine. Et enfin, Beck nous a parlé du jeu Hellblade 2, où il ne faut surtout pas jouer sans casque. Merci à vous pour ces chroniques. Alors déjà, ce qu'on peut peut-être dire, c'est, j'ai pas mis la question, mais on vous retrouve où, par exemple, toi, Célia, à part à la Gamescom, par exemple, on peut j'en sais rien. À part à la Gamescom. Alors, avant le mois d'août, Voilà. vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram. C'est Celbeb. 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 C'est le bébé. Queutrus, est-ce que tu veux faire une autre pub en plus de tes 1000 podcasts là, sur... J'ai pas fait de pub pour... Ah non, pardon. Vous pouvez me retrouver dans ce nouveau podcast de VHS, le dernier en date, Drôle de jeu. On vous parle de jeux de rôle grandeur nature. Ok, très bien. C'est un enregistrement que tu as passé? Nickel, parfait. Et toi, Beg, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, pareil, de manière tout à fait classique sur Twitter, @begforme91, beg4me91. Parfait. J'ai 2 questions à vous poser ce soir. La première étant, vous connaissez le point commun entre Adélie, Bréus et Alnitric? Bien sûr que non. Ils ont 5 doigts à chaque main. Alors presque, mais ils font en sorte que ce podcast et tous les autres contenus du VHS puissent durer et augmenter en qualité en nous remerciant financièrement via le Patreon. Il y a le petit lien en bas, bien sûr. N'hésitez pas à les rejoindre si vous pouvez vous le permettre. Voilà, il y a un petit lien, comme je disais, c'est en bas de votre écran de smartphone. Et la deuxième question, qui est un peu dans le thème, puisque nous sommes dans le mois de l'Euro 2024 de football. Du coup, allez, c'est parti pour un petit quiz foot. Tu peux cliquer sur le générique. Ah, j'ai pas eu tout, c'est pas prévu. Allez, avant l'édition 2024. Quoi? Il n'y a pas le bouton foot sur le... C'est pas du tout celui-là. Non, il n'y en a pas, c'était une blague, mais tout va bien. Donc, avant l'édition 2024 de cet Euro de football, combien de podiums a fait l'Espagne depuis la création? 5. 5 exactement. Bravo. Alors, bravo. Faudra peut-être mettre des sons en plus pour ce genre de truc. 5, dont une finale perdue, une 3e place et 3 titres en 64, 2008 et 2012. Et pourquoi, Célia, on a dit 5 par hasard? C'est vraiment par hasard, mais c'est comme les 5 étoiles. Ouais, et puis il peut bien lâcher 5 balles pour le Patreon, quoi. Voilà, de toute façon, c'est le slogan, hein. C'est 5 étoiles ou 5 €, quoi. Donc, Ou les deux. Ou les deux. N'hésitez pas. Il n'y a pas de limite. En tout cas, si vous voulez nous remercier, et déjà merci à vous d'avoir écouté jusque-là, ces blagues un peu pourries de la fin. Vous pouvez toujours mettre 5 étoiles pour nous remercier et dire peut-être qu'ils feront une blague plus drôle le mois prochain. Vous pouvez même la réclamer en mettant 5 étoiles, bien évidemment. Voilà, pour la fin, abonnez-vous, hein, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, sachant que Google Podcast est mort, je crois. On s'en fout. En tout cas, il y a peut-être des nouveaux players plus modernes et plus sympas que ceux-là, mais ils sont déjà très bien. Et pour conclure, on se retrouve le mois prochain. Merci, à plus. Merci. À bientôt. Salut. Regarde, je peux même mettre l'autre jingle. Après, c'est le rouge. Et là, on doit se taire, je crois. Ah bon? Ouais, il me semble. Hein. Juste après. Là. Bientôt. Fin de transmission.